bonjour. Merci à tous et à toutes d'être présents. Aujourd'hui, on va vous poser des questions pour connaître davantage en profondeur mieux vos projets et toute votre démarche. Donc d'abord, je poserai la première interview et ensuite je passerai la parole à mes collègues. Angela, votre série qui s'intitule « Prendre racine » explore la question de votre transmission à travers l'immersion que vous avez reçue au sein d'une forêt. Et comment cette immersion a-t-elle accompagné votre transmission et comment choisissez-vous d'en rendre compte à travers les images? Alors oui, dans mon travail, généralement, il y a toujours un lien effectivement avec le paysage et donc là, c'est particulièrement autour de la forêt et de la montagne. Et c'est donc par le biais de longues immersions que je fais mes photographies. Donc j'aime vraiment venir passer du temps en montagne. Pour les photos, en fait, je vais pas aller juste une après-midi pour construire le récit. J'y reste assez longtemps. Et donc, c'est par ces temps longs que je construis les images en premier lieu par l'immersion. Il y a dans votre exposition un texte qui évoque un journal intime. Est-ce que vous pourriez donc nous dire quel rapport vous rendez compte le texte avec votre projet? Quel lien vous avez avec vous mettant en rapport le texte et les images? Alors moi j'ai une pratique vraiment de l'écriture, donc parfois il y a juste du texte, parfois il y a des photos et parfois il y a les deux à la fois. Donc là pour ce travail c'est comme ça, c'est un travail auto-fictif et donc qui a eu autant une construction donc via la poésie que par l'image, et les deux pour moi ensemble viennent se compléter. Il y a des choses que je ne peux dire que par l'écrit et des choses que je ne peux dire que par l'image. Et donc tout est fictif au final. Oui, j'emprunte les codes du journal, les codes de la lettre, les codes... voilà, mais c'est des artefacts, enfin c'est des objets que je crée, mais qui... Voilà, c'est pas un journal intime, c'est vraiment de l'autofiction. Donc je viens recréer une histoire à partir de... Dans cette série, le traitement de l'image est souvent singulier. Certaines images sont froissées, déchirées ou sont d'une autre teinte. Et certaines sont très marquées de manière granulée. Qu'est-ce qui motive ce choix ? Alors la motivation par rapport au traitement des images, c'était vraiment de venir me réapproprier en fait le récit. Pour moi, retravailler les images, c'était une manière de venir, vu que ça parle de moments très intimes, de reconstruction de soi, de chemin vers soi, etc. J'avais vraiment envie de venir extérioriser un peu ces moments, cette intimité qui passe beaucoup par le texte, par la réappropriation de mes images. Et il y a quelque chose dans mon travail où j'aime venir m'amuser en fait avec les images que je crée, où je les imprime, je viens vraiment chercher le meilleur papier sur lequel les imprimer pour pouvoir les rescanner, les refotographier et refaire des interventions avec. Je joue avec les cartouches d'encre en fonctionnant avec certaines cartouches qui vont être vides pour accentuer plutôt les autres couleurs. Et donc voilà, pour moi l'idée c'est vraiment de reconstruire un récit par la manipulation de l'image en fait. Ouais. Il m'a semblé dans vos images que la forêt apparaît comme un lieu onirique et fantastique. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors, dans ce travail, ce que j'avais envie de montrer par ces espaces, c'était aussi le fait que c'est un espace que je vois comme un lieu propice pour la métamorphose. Je joue beaucoup avec les éléments sensibles comme la brume qui
qui cache, puis finalement finit par dévoiler. Et donc, oui, je m'appuie sur une sorte de rêverie, de déambulation poétique. Et c'est ça que je vois dans la forêt, et surtout dans plutôt dans ce voyage, dans cette boucle un peu de voyage d'un départ sans arrivée. Et donc voilà, c'était plus des géographies de paysages intérieurs plus que la forêt en elle-même, mais c'est vraiment plus voilà, c'est des images mentales en fait que j'essayais de traduire. Et donc voilà, c'est la place qu'elle prend dans ce travail, en tout cas cette forêt. Merci. Auriez-vous une dernière intention à nous porter par rapport à toute la création du projet jusqu'à l'aboutissement? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, retenu? Ça a été plusieurs phases. Donc, ce qui m'a au début, ce travail, c'était beaucoup des photos uniquement noir et blanc. Et il y a eu un basculement justement au moment où j'ai commencé à vraiment m'amuser avec les images et à me dire que c'était ça qui m'intéressait, vraiment cette reconstruction par l'image et par la manipulation. Et donc ça a été un beau bouleversement. C'est aussi un travail qui m'a accompagnée à un moment particulier de ma construction, puisque c'est à la fois par ce travail et en même temps par tout ce qu'il y a eu avant que j'ai avancé aussi moi personnellement dans ma construction autour de la transidentité. Et donc ça a été aussi un peu un bouleversement au final, ce travail qui a été un peu le point de jonction au final pour ce voyage, quoi. Et voilà, et ça a été aussi un travail qui m'a permis de faire des rencontres particulières. Par exemple, je travaille en ce moment sur une édition de ce projet photographique, et donc pour ça j'ai eu la chance d'être 3 semaines en résidence dans le Vercors, donc juste à côté, et donc c'est chouette aussi de pouvoir créer plusieurs choses sur le territoire, d'être là pour le mois de la photo et d'avoir pu être en résidence à la Villa Glovette à Villard-de-Lans pendant 3 semaines, et puis de finir ici avec ce montage d'exposition assez incroyable, avec l'énergie qu'il y a eu. Donc voilà. Bien, merci à vous. Merci. À présent, nous allons plutôt aborder le projet de Alexandra Serrano et Simon Pochet, qui, il me semble, vous avez aussi réalisé votre projet sur l'immersion d'une forêt pour parler du cadre de la forêt métropolitaine. Et pour cette interview, je laisse la parole à ma collègue Annette. Merci Gaspard. Bonjour Alexandra, bonjour Simon. Oui, votre projet s'intitule Forêt métropolitaine. Vos projets concernent un territoire bien particulier qui est celui d'une forêt en Île-de-France. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu l'histoire singulière de ce territoire ? Alors c'est, à vrai dire, pas encore vraiment une forêt. C'est une forêt en devenir, mais bon, on peut se poser la question de quand est-ce que ça devient une forêt, un lieu comme ça. En fait, c'est une ancienne plaine maraîchère qui autrefois, il y a très longtemps, était effectivement une forêt déjà. Mais c'était une plaine maraîchère qui était irriguée avec les eaux usées de la ville de Paris. Et donc ces eaux usées venaient donner de l'engrais pour faire pousser des légumes qui retournaient ensuite aux halles de Châtelet pour nourrir les Parisiens. Et pendant 100 ans, on a épandu comme ça donc, des eaux usées de la ville de Paris dans cette plaine jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il y avait une pollution très très forte aux métaux lourds, du plomb, de l'arsenic, du mercure, et que ces terres ne pouvaient plus être cultivées. Et donc il y a eu pendant une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, ce territoire a été complètement abandonné, et c'est devenu une sorte de lieu, de non-lieu où il y avait encore quelques cultures à destination des animaux, et puis sinon il y avait des entrepôts d'ordures, des voitures calcinées. C'était devenu voilà, une espèce de décharge à ciel ouvert.
Et puis des populations très très précaires venaient s'installer là aussi, parce que c'est le seul endroit où on les laissait tranquilles. Donc voilà, ça dresse un peu le tableau. Et en 2019, s'est lancé un très gros projet de reforestation qui consiste à planter 1 million d'arbres à l'horizon 2030. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une forêt en devenir. Il y a déjà plusieurs parcelles qui ont été plantées, mais pour l'instant les arbres sont hauts comme ça. Donc c'est une forêt en devenir. Voilà. Et l'idée de cette forêt, c'était essentiellement pour reprendre contrôle du territoire et dépolluer les sols via un panel d'essences particulières. Voilà le contexte. Merci. Pouvez-vous maintenant nous parler du protocole bien spécifique que vous avez mis en place pour ce projet Je vais commencer un peu avec la partie photo et puis après Simon enchaînera sur le son. Même si ce projet, on l'a mené à deux en binôme tout le long, enfin on était tout le temps aussi bien la partie photo que la partie son a été effectuée ensemble, même si chacun avait son médium propre. L'objectif, en fait, c'était de partir d'une démarche qui était à la base assez documentaire et reprendre un peu un protocole scientifique pour aller vers quelque chose de totalement subjectif et très plastique comme réinterprétation de la forêt. Ce qui nous semblait important, en tout cas sur la partie photo, ça a été de laisser le terrain et le vivant parler d'eux-mêmes par eux-mêmes. Et assez rapidement est venue cette idée d'enfouir les tirages. Donc on a déambulé pendant... En fait, ce projet, il a été réalisé sur plus d'1 an et demi. Donc on venait plusieurs fois par semaine arpenter la plaine. Et cet arpentage, il s'est fait sur appui aussi de rapports sanitaires d'été du Val d'Oise qui nous aiguillaient aussi dans quel secteur on allait effectuer nos prises de vue et prises de son en fonction du degré de contamination des sols. Et rapidement, l'idée est venue d'enterrer donc les images qui étaient réalisées pour que le terrain puisse imprégner et devenir matière première de l'image et être partie intégrante du processus de création. Et l'idée d'enfouissement, c'était aussi de faire écho à la plantation des arbres et à l'exploitation maraîchère de la forêt. De la plaine. De la plaine, oui. Pardon. En fait, on a récupéré des données GPS très précises où il y avait des prélèvements qui avaient été faits. Il y avait une quarantaine de prélèvements qui avaient été faits à différents endroits du territoire. Et donc nous, on a récupéré ces données-là. Donc on sait qu'à tel point, il y avait tant de plomb, tant d'arsenic, tant de mercure, voilà. Donc ça, c'est des données qu'on a placées sur les cartels aussi sous les photos, sous les épreuves. Et donc on a choisi quelques-uns. On n'a pas fait tout. Parce qu'il y avait des endroits qui étaient inaccessibles, et puis on a choisi des endroits qui nous intéressaient. Et l'idée, c'était pas de faire 40 photos, d'avoir 40. On s'est limité à une vingtaine de lieux, et puis au final, il y en a que 14 qui sont exposés. Il y a eu beaucoup d'essais d'aller-retour. Parfois, il n'y avait plus rien du tout sur l'image. Parfois, on l'a même pas retrouvé. Parfois, il y a eu un incendie une fois aussi sur un des lieux où on avait enterré une image. Donc, il y avait pas mal d'aléas qui faisaient que tous les tirages n'étaient pas exploitables. Et ce qui était intéressant aussi avec ce territoire, c'est que d'un jour à l'autre, il changeait. En fait, on allait enterrer un tirage et le lendemain, on pouvait revenir pour faire du repérage à côté de l'endroit où on avait enterré le tirage et tout avait brûlé, par exemple. Enfin, c'était en perpétuelle transformation et transition. Ce qui a fait que c'était pas simple aussi de réaliser ce projet. Et du coup, je sais pas si vous avez une question sur le son, mais peut-être je peux en parler maintenant ou vous avez... Allez-y. Oui, du coup, comment donc dans votre projet le son et les images cohabitent-ils et pourquoi avoir fait ce choix justement de travailler en collaboration Déjà en collaboration avec Alexandra, on a fait plusieurs projets ensemble et on a toujours pensé que son et image fixe et son pouvaient cohabiter. Enfin, en tout cas, ça nous intéressait vraiment d'explorer cette manière de travailler ensemble. Moi, je m'intéresse beaucoup à la photographie et je crois qu'Alexandra s'intéresse beaucoup à la création sonore. Et donc, du coup, c'était un dialogue aussi entre nous. Et
Et donc, à chaque fois qu'on allait sur le terrain, il y avait aussi... en fait, on a pas mal documenté notre travail. Donc, c'est pour ça qu'on entend beaucoup dans l'installation aussi de bruit de pioche, de bruit de pas. C'est-à-dire que parfois, on filmait, et c'est aussi pour ça qu'il y a une vidéo qui est dans l'installation, enfin à l'entrée de l'installation. L'idée, c'est aussi de documenter l'enfouissement, le déterrage, tout ça, par le son, parfois par l'image, pas la vidéo, surtout par le son. Et puis après, il y a eu beaucoup de prises de son d'ambiance, ce qu'on appelle du field recording, c'est-à-dire de l'ambiance stéréo du paysage à différentes heures du jour, de la nuit. Enfin, pas de la nuit, parce qu'on n'est pas non plus allé pousser à aller sur le territoire pendant la nuit, mais parfois la soirée, l'hiver, la nuit tombe tôt. Voilà. Et puis après, moi, j'ai pas mal exploré des manières de prendre du son. En fait, je me suis questionné sur comment je pouvais donner voix à cette terre, comment je pouvais rendre cette terre audible. C'est quand même pas facile de rendre de la terre audible, a priori. Donc du coup, et en fait, il se trouve que sur la plaine, il y a beaucoup de restes de canalisations qui étaient ces canalisations qui apportaient les eaux usées. Et donc il y a des résonances dans ces canalisations. Il y a des creux souterrains. Donc moi, je me suis pas mal intéressé à ça. Et c'est pour ça que du coup j'ai fait beaucoup de prises de son avec, notamment avec un micro qui s'appelle un géophone, donc un micro qu'on peut enterrer, qu'on peut mettre dans la terre, qui enregistre des résonances sur des surfaces métalliques ou sur des surfaces. On peut même on peut entendre des choses dans un arbre, voilà, par exemple, avec ça. Pas beaucoup de choses dans un arbre, il faut être un peu patient. Et donc le son, l'idée du son, c'était essayer de parler, voilà, de donner aussi voix à la terre, voix au sol. Et après, il y a eu la nécessité aussi de décrire un peu le paysage. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi des voix dans l'installation qui décrivent, qui décrivent à la fois les lieux tels qu'ils sont aujourd'hui et à la fois un peu l'histoire des lieux, mais juste par bribes poétiques comme ça. En fait, l'idée, ce qu'on a voulu, c'était de créer une expérience paysagère. Et elle pouvait se faire elle ne pouvait pas se reposer uniquement sur un médium. Et donc l'association des deux médiums, du son et de l'image, nous paraissait importante pour que ça crée vraiment une vraie expérience. Voilà. Et c'est pour ça que l'espace de l'installation est fermé sur lui-même. Alors on envisage Pardon ? Voilà, exactement. C'était l'idée de créer une bulle dans laquelle on entre et dans laquelle on sort. Et je ne sais pas si vous avez une question sur l'aspect un peu interactif, mais du coup... Je vous laisse en parler. Voilà. Je n'ai pas de question. En fait, du coup, suite aux prises de son qui ont été faites sur le terrain, c'est poser la question, alors les images c'était clair, hein, ça allait être les images qu'on déterre qui allaient devenir les objets. Peut-être tu parleras de comment tu as pensé l'encadrement après, et puis les cartels, mais pour le son, l'idée ça a été de se dire comment on donne à entendre ça. Et en fait, assez vite, moi j'ai composé des trames assez longues avec des sons que j'ai beaucoup ralentis. Donc là, on en entend une derrière nous. Et donc c'est des trames très médium, très graves qui sont continues. Et en fait, l'installation est équipée de capteurs de mouvement, qui fait que quand on rentre dans l'espace de l'installation, s'enclenche une de ces trames. Il y en a 8 en tout qui sont pris au hasard, voilà. Et quand on se rapproche des tirages, il y a un deuxième type de son qui sont des sons très courts, une trentaine de secondes, qui sont des sons très concrets. Tandis que les premiers sont des sons plutôt abstraits, plutôt oniriques. Ces sons-là sont des sons très concrets. Donc c'est des bruits de pas, des bruits de pioche, des voix qui décrivent. Et c'est pareil, il y a 120 sons, donc ça va piocher dans un de ces 120 sons. Et donc l'idée de ce côté interactif, c'était de se dire que la trame sonore évolue en fonction du va-et-vient des visiteurs, et que c'est un peu comme un paysage sonore qui évolue autour de nous par les rencontres fortuites, par le hasard, voilà. Donc de remettre du hasard dans notre protocole qui était assez, pas figé, mais assez carré quand même, avec ces histoires de points GPS, de temps dans la Terre, tout ça. L'idée c'était aussi de pouvoir ramener un peu de hasard et un peu d'organique. Voilà. Après, le hasard, il est complètement aussi dans les images. La détérioration des images, on n'avait aucun contrôle dessus. Ouais. Et parce que vous êtes à mi-chemin, du coup, au final, entre un projet documentaire, enfin protocolaire, et à la fois un projet complètement expérimental
et hasardeux, du coup. Ouais, c'est ce que je disais au début. La démarche, elle est assez documentaire et le protocole était très strict, mais c'était aussi une manière de nous encadrer et d'avoir un peu un... Au début, on était assez désemparés et c'était un peu flippant. En fait, c'est un lieu qui est très flippant, la plaine. Donc au départ, c'était pas facile de l'aborder, de savoir comment l'aborder et comment la restituer. Et d'en parler de la manière la plus... pas forcément objective, mais aussi subjective. C'est notre vision de la plaine, avant tout. Et voilà. Je sais pas. Et donc cette œuvre a été prêtée par le CNAP, donc Centre National des Arts Plastiques. Est-ce que vous pouvez nous dire le rôle de cette institution et l'intérêt justement pour vous d'être soutenu par elle? Alors en fait, ce projet il a été réalisé dans le cadre d'une commande photographique nationale, Les Regards du Grand Paris. C'est une commande sur 10 ans. Donc chaque année, il y a essentiellement des photographes, des fois des binômes en fonction des médiums, mais avec une thématique qui change chaque année. Et donc on a souhaité répondre à cet appel à projet avec ce projet Forêt métropolitaine. Donc c'est un cadre très précis de commande et c'est pour ça que cette œuvre maintenant appartient au fonds, enfin c'est les collections de l'État en fait. Donc voilà. Et par ailleurs après effectivement le CNAP a d'autres dispositifs de soutien. Notamment, je crois que Étienne en a parlé tout à l'heure. Oui, j'ai appris ça. Donc, c'est des dispositifs différents. C'est pas le cas de cette œuvre-là, mais voilà, c'est un soutien à la création d'une autre manière. Et on est ravis, vraiment ravis qu'elle soit ici. Et ça a été assez laborieux de la faire venir. Et parce que en fait, c'est à la fois super de pouvoir que cette œuvre puisse faire partie du CNAP, mais en même temps, il y a des exigences très importante sur comment l'œuvre est emmenée, elle arrive jusqu'ici, comment elle est stockée, et donc c'est aussi beaucoup de contraintes et donc pour des festivals, en fait c'est pensé sur un modèle muséal quand même, donc des institutions qui ont beaucoup d'argent et donc pour des petits festivals ça peut être compliqué de faire venir des œuvres du CNAP, donc merci encore au Mois de la Photo d'avoir cru au fait que ça soit possible qu'elle vienne. Voilà. Merci à vous du coup pour tous les efforts que vous avez pu faire pour nous la partager aujourd'hui. Et donc j'ai terminé, je vais passer la parole à ma collègue Charlotte. On va quitter l'Île-de-France pour se rendre en Camargue avec Francesco Canova qui nous présente son projet Au-delà des soupirs et des ombres. Bonjour Francesco. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour votre série photographique Au-delà des soupirs et des ombres qui est consacrée à la place qu'occupe l'imaginaire amérindien sur les territoires camarguais. Pouvez-vous nous dire comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser à ce sujet et avez-vous des attachements avec la Camargue ou un intérêt particulier pour la culture amérindienne ? Je vais commencer à répondre pour la dernière question. Je n'ai pas forcément un intérêt pour la culture amérindienne. Et oui, évidemment, j'ai un large intéressement à la Camargue. J'en parle beaucoup et j'habite à Arles depuis 5 ans. Et ce projet a commencé d'une façon assez aléatoire. C'est-à-dire, j'ai rencontré un homme qui, pour des raisons historiques et aussi fictives, s'était persuadé qu'il y avait des Indiens en Camargue, ou qu'il y en avait encore. Des Indiens qui étaient venus des États-Unis au début du XXe siècle avec le spectacle de Buffalo Bill en France. Ces Indiens, apparemment, ils étaient venus dans la région camarguaise ou à Arles, chose qui ne s'est jamais produite en vérité parce qu'ils sont plutôt allés à Paris, à Toulouse, à Marseille. Mais pour une question assez particulière, il y a un homme qui s'appelle Folco de Baroncelli, qui était un noble, poète, manadier et marquis camarguais. En fait, il s'est rendu sur Paris pour voir ces Indiens, le spectacle des Buffalo Bill, et il s'est persuadé qu'il y avait un lien indissoluble entre ces Indiens, ces Sioux qui étaient présents sur ce plateau, et le peuple de la Camargue. Et à partir de là, il a commencé à rêver, à imaginer,
et à façonner le territoire en fait comme une espèce de décor western. La chose qui s'est passée ensuite, c'est que Baroncelli, c'est une opération qui est poétique, politique et métaphysique, mais surtout poétique parce qu'en fait, comme tous les poètes, surtout les premiers poètes, Baroncelli il a eu la capacité d'inventer un monde et aussi de faire advenir ce dont il rêvait. Donc à partir de là, moi j'ai rencontré un homme qui, dans un bar d'Arles, il m'a dit, selon moi il y a un corps des Indiens en Camargue et il faut les chercher en fait pour trouver la clé des lectures d'Arles contemporaine ou de ces territoires. Et donc à partir de là, on a monté cette espèce de quête détective un peu sauvage, un peu même tricotée. C'est pas, on n'a pas de protocole détective ni rien. Aussi on cherche quelque chose qui n'a jamais transité sur Arles. Donc c'est un peu ça le jeu. On quête détective qui a un objet qui est plutôt du fantasme. Vous optez pour une approche documentaire quasi sociologique. Certaines images sont assez posées, d'autres sont plus spontanées. Comment travaillez-vous ? Là aussi, j'ai pas vraiment de protocole, donc ça dépend. Certaines images, oui, sont posées, sont assez réfléchies, donc certainement, je réalise pas beaucoup de photographies. Donc surtout pour les personnages qui sont présents là, c'est des personnes que je rencontrais plusieurs fois, même c'est devenu des amis en vérité. Et donc oui, plus ou moins ils ont posé, mais ça c'est entre les deux en fait. De toute façon, je décide en amont les cadrages et les images que je veux. Après, certainement, à l'intérieur de la construction de l'image, il y a une forme d'incertitude ou même d'imprévisibilité que j'accepte. Mais oui, de base, là, j'ai commencé plutôt à poser les choses. D'accord. Et combien de temps êtes-vous resté sur place et comment êtes-vous allé à la rencontre des populations concernées ? En habitant à Arles, pour moi, c'est facile un peu errer à côté de ce territoire que, c'est devenu une espèce de cartographie fictionnelle pour moi, faite de n'importe quel type d'exotisme, de choses un peu bizarres. En fait, surtout, je pense que quand on joue au détective, le détective souffre de quelque chose qui est aussi une de ses qualités, c'est il souffre le biais d'être un détective. Donc en fait, on commence à chercher et trouver. En fait, on commence à chercher, à trouver, et les choses qu'on cherche, et même à voir des choses qui ne sont pas réelles. Donc en vérité, toutes ces personnes que moi j'ai rencontrées, c'est pas qu'elles font partie de cette histoire ou qu'ils croient ou ils ont développé une maturité, on pensait autour de cette venue d'Indiens en Camargue ou pas. En fait, de façon différente, ils se sont dit que ils se sentaient comme ça en fait. Donc chacun de ces personnes, comme la personne qui monte le bison ou le monsieur un peu âgé qui est habillé en cowboy, en fait, ils pratiquent de l'autofiction. Ils pratiquent, en fait, ils travaillent sur le récit de eux-mêmes pour trouver une forme. Et là, c'est là que je me recolle aux transitions. Pour traverser un monde qui souvent nous paraît absurde, douloureux ou incompréhensible. Donc il y en a qui sont habillés en cow-boy, il y en a qui est devenu une espèce de Buffalo Bill local, avec un vrai bison, qui a passé 5 ans à étudier pour pouvoir monter le bison. Donc c'est l'équivalent d'un doctorat. Et toutes ces personnes, en fait, ils se sont en partie soignés, ou en fait, juste ils ont trouvé une autre forme qui leur convient plus. Et je les ai trouvés un peu au hasard. En fait, ils traînent là, en fait. Je ne sais pas comment dire, mais en fait, la Camargue, ou quand même le territoire arlésien, c'est un territoire autour duquel il gravite beaucoup de personnes. En fait, il y a une machine mythologique, apparemment, qui a été posée en un moment précis, qui opère dans une forme d'invisibilité, d'opacité, et le produit du récit autour de cette histoire, qui n'est pas déconstruite. Donc, en fait, en regard d'extérieur, oui, c'est pas évident voir dans les sillons de ces territoires ou dans certaines de ces reflets, oui, l'image de cette histoire, en fait, qui date 100 ans. Quand on arrive en Camargue, on voit les chevaux blancs, les pick-up poussiéreux, ces espaces qui peuvent ressembler à des territoires du western américain. Donc, vous qu'on est aussi beaucoup influencé de là-bas, on projette des choses. Donc ces personnes, ils ont projeté. Après, c'est des personnes qui ont aussi vraiment
opérer des métamorphoses pour changer de peau, en fait, et pour traverser un monde dans une forme qui leur convient. En fait, c'est vraiment autour du dosage de récit qui devient ou pharmacone, donc quelque chose qui nous soigne, mais à grande dose, il peut nous empoisonner, parce qu'en fait, trop de récits, en fait, crée juste un détachement de la réalité. Ou sinon, une autre idée, c'est ce que les Grecs appelaient épiméléia, donc une prise de soin de nous-mêmes. Donc en fait, moi, je travaille plutôt sur ça, de base, comment aussi les personnes produisent du récit, ou ce qu'on peut appeler aussi mythopoétique. En fait, c'est même pas tant la production de récit, c'est plutôt la fictionnalisation d'un récit ou d'un mythe pour avoir une portée contemporaine, ou quand même une activité, une utilisation sur le présent. Donc ça, c'est un peu l'opération. Et ces gens, ouais, je les rencontre au bar, au festival équestre. Le gars, là, il avait un cirque, je ne sais pas, à la journée des faucons de Bouillargues. C'est des éléments un peu comme ça, surtout campestres, où ces gens traînent et je les rapproche un peu pour leur poser des questions. Le cowboy, par exemple, il gère un parc d'attractions américains, je pense plus ou moins abusif, à côté d'Aubagne. Donc, mais plus ou moins, ouais, ils font partie de cette même archipel de figures. Oh, oui, oui. En complément de vos images, vous présentez un document. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Celui qui est tout au fond sur la droite? Ouais, sur le carré. Ah, ouais, en fait, il y a un tableau avec 2 images d'archives. Oui. Une, c'est l'ami qui m'a introduit à cette histoire, qui malheureusement est décédé, donc qui est habillé en coiffe indienne, en coiffe qui a été fabriquée par sa compagne. Donc c'est une coiffe camarguaise avec des plumes de flamant rose, je pense qu'il y a des cornes de taureau, bon, il y a tout un assemblage local. Et l'autre figure, c'est le marquis Folco de Baroncelli, qui est l'inventeur de la Camargue qu'on connaît aujourd'hui, et donc un peu le père spirituel du territoire, et c'est lui qui un peu a entamé cette histoire, et qui s'est profondément convaincu qu'il était en Sioux dans une vie antérieure, qui a acheté énormément d'objets indiens et qui a donné sa vie et même toutes ses économies avec le désespoir de toute sa famille parce qu'il s'est ruiné jusqu'à la fin, il était très riche, pour faire devenir la Camargue ce que c'est aujourd'hui un peu. Donc un immense décor western avec des mythes qui vont de pèlerinage de Sansara, les gitans, aux gardiens de taureaux, aux courses camarguaises, bon. Donc je les ai mis à côté parce que en fait c'est comme s'ils sont forgés avec un même principe en fait et ils transmettent cette même histoire, que c'est cet héritage un peu curieux que ce territoire porte et bon qui traverse les êtres qui l'habitent. Et à côté il y a une lettre qui est intéressante, c'est une lettre que Baroncelli, c'est la réponse en lettre que Baroncelli avait envoyée à Buffalo Bill en lui demandant s'il pouvait vraiment, s'il vous plaît, venir sur les plateaux du Wild West Show à Paris pour voir les Indiens. Et donc la réponse c'est oui, vous pouvez bien sûr venir. Et c'est même pas Buffalo Bill qui répond, mais donc il va là et là, ça entame cette espèce de voyage aussi. Eh bien, merci Francesco pour vos réponses. Autre chose à ajouter sur votre exposition? Non, j'ai rajouté quelque chose de très important. Okay, je suis très content d'être ici et je suis vraiment bouleversé par l'énergie et l'enthousiasme de tous les bénévoles et des gens qui travaillent au mois de la photo. Que franchement, c'était magnifique voir tout ça. Comment ils ont arrivé à gérer l'expo. Et franchement, c'était vraiment touchant. Voir la dynamique des groupes, même avec les artistes, c'était vraiment une hyper belle expérience. Donc ça, je suis vraiment très très content et je remercie toutes les personnes qui ont participé. Merci. Je passe le micro à Gaspard. Merci. Bien, vous remercie pour votre patience à tous les 4. Et je tiens à rappeler que toute cette exposition est visible à l'Ancien musée de peinture de Grenoble dans le cadre du projet Le mois de la photo dans toute l'agglomération grenobloise jusqu'au 1er décembre. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup.